Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. L'Energia, la Suadeistribuzione. Petrolio ga naturale, elettricità. Un'enciclopedia del Mediterraneo Racah Book, Milan, 1996. Édition en français Edisud, Aix-en-Provence, 1996. Édition en arabe Alif, Tunis, 1996. L'électrification de l'Algérie. De la lumière dans l'Exour. Édition L'Harmattan, Paris, 2020. Préface. Abdenour Keraman nous propose dans cet ouvrage une analyse très fouillée des enjeux et perspectives de la coopération énergétique entre les pays de la Méditerranée, en insistant plus particulièrement sur le Maghreb dans ses dimensions sud-sud et sud-nord. L'auteur nous montre que cette problématique est en fait une longue histoire, où alternent des moments dynamiques d'enthousiasme et des moments d'inertie et de découragement. Abdenour Keraman est ingénieur des ponts et chaussées, ancien élève de l'École nationale des ponts et chaussées, Paris. Il a vécu de très près toute cette histoire de la coopération en Méditerranée. Il a été directeur général de la Sonelgaz, Société nationale de l'électricité et du gaz, monopole historique en charge des services publics de l'énergie en Algérie, l'équivalent algérien de l'ancien monopole français EDF-GDF. Cet éminent dirigeant était considéré alors comme le prototype des grands commis de l'État, qui combine l'intérêt de l'entreprise avec une vision de l'intérêt collectif de la nation. Il a occupé ensuite, à Alger, de hautes responsabilités au sein de l'administration centrale. Ensuite il a été nommé, d'abord ministre délégué à la formation professionnelle puis ministre de l'Industrie et des Mines. Il a donc été un acteur essentiel de cette formidable aventure, puis un expert reconnu, fondateur de la revue Médénergie, une publication qui a apporté des contributions majeures à la réflexion sur la coopération sud-sud et sud-nord. Dans cet ouvrage, il illustre cette aventure dans une douzaine de contributions qui nous amènent à réfléchir sur les points forts, les obstacles et les perspectives de cette coopération. La coopération entre les pays du Nord, du Sud et de l'Est de la Méditerranée a été lancée du point de vue institutionnel par le sommet de Barcelone qui a réuni, en novembre 1995, 27 pays du pourtour méditerranéen, point de départ du processus Euromed, avec ensuite la mise en place de l'Union pour la Méditerranée dont le secrétariat général est installé à Barcelone. Abdenour Keraman insiste, à juste titre, sur les interconnexions physiques qui ont été construites entre les systèmes gaziers et électriques du Nord et du Sud. Les 3 gazoducs qui amènent le gaz algérien en Europe, à l'Est en passant par la Tunisie et l'Italie, à l'Ouest par le Maroc et l'Espagne. La consommation européenne de gaz naturel est ainsi davantage alimentée par le gaz algérien. Toutefois, l'auteur souligne que ces routes d'approvisionnement traduisent une conjonction d'intérêts plutôt qu'une véritable vision stratégique et répondent à 2 préoccupations convergentes. D'une part, celle de l'Europe, d'assurer la couverture de ses besoins en énergie au moindre coût, d'autre part celle des pays producteurs, de valoriser leurs ressources pour financer leur développement. En électricité, la liaison la plus forte est l'interconnexion construite entre le Maroc et l'Espagne. Certes, comme le rappelle l'auteur, il reste fort à faire. Le fonctionnement d'une boucle électrique qui entoure la Méditerranée, Medring, l'intégration des marchés électriques et gaziers du Nord et du Sud, l'harmonisation des systèmes de régulation. Le contexte économique et politique a dramatiquement changé depuis Barcelone. L'énumération est sans fin, les printemps arabes, la déstabilisation de la Libye et du Moyen-Orient, la souffrance des populations du fait de la mondialisation et de la corruption, le drame des flux migratoires vers l'Europe, la soudaine réorientation des politiques européennes vers l'Afrique subsaharienne, la prise de conscience progressive de la gravité du réchauffement climatique et de l'urgence à agir, les tempêtes énergétiques qui font entrer le gaz de schiste américain dans l'espace européen et qui atteignent un comble avec la pandémie du coronavirus en 2020. L'image peut être considérée comme sombre par rapport aux valeurs qui inspiraient au départ les actions de coopération. Toutefois, de nombreuses initiatives de coopération ont été initiées d'une façon irréversible. En dehors des réalisations matérielles, citons de fortes dynamiques institutionnelles, suite à Euromed,
la coopération active qui s'est développée entre les entreprises d'électricité, MEDELEC, et la coopération entre les TSO, Transmission Systems Operators du Nord, du Sud et de l'Est, le dialogue étroit qui se développe entre les autorités de régulation, MEDREG, les nombreux échanges dans le domaine de la formation et de la recherche, la création de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, OME. Il faut revenir toutefois aux transformations du monde. Le réchauffement climatique est maintenant la menace la plus forte qui pèse sur tous les pays, au nord comme au sud, en Europe comme au Maghreb et en Afrique. Les pays du sud sont particulièrement touchés. Déforestation, désertification, dégradation des sols, pollution, stress hydrique. L'objectif essentiel c'est de mettre en marche et de gérer, dans tous les pays, une transition énergétique qui assure la survie de la planète. La problématique dépasse le cadre méditerranéen. Elle concerne l'Europe, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'ensemble de la planète. C'est à ce niveau que nous devrons gérer de façon responsable l'interface entre mondialisation et espaces régionaux. On dépasse très nécessairement la perspective initiale de cet ouvrage qui a le mérite de poser concrètement les bonnes questions et de suggérer les réponses appropriées. L'une de ces questions, particulièrement grave et omniprésente, c'est celle de la gouvernance. Gouvernance des réseaux et des systèmes énergétiques mais surtout gouvernance des États pour que soit affirmée la prévalence de l'intérêt général et du bien public. L'ouvrage s'adresse aux experts, aux chercheurs, aux historiens, aux politologues, à toutes celles et tous ceux qui pensent que l'économie mondiale doit être repensée et qu'elle devrait intégrer les vertus initiales de la coopération. Générosité et solidarité. Jean-Marie Chevalier. Professeur émérite. À l'Université Paris-Dauphine. Paris, avril 2020. Introduction. Créée au sud de la Méditerranée, la Revue méditerranéenne de l'énergie s'est fixée pour ambition de combler un vide, d'occuper un espace dont l'évocation est somme toute récente dans la géostratégie mondiale contemporaine, puisque consacrée officiellement il y a à peine 6 ans à Barcelone, sous le vocable Euromède, même si certains pionniers comme Fernand Braudel et dans le secteur de l'énergie, Enrico Mattei, Pedro Durand-Farrell ou Michel Grenon s'étaient efforcés bien avant d'éveiller les consciences sur une réalité devenue aujourd'hui évidente. Pouvait-on lire en octobre 2001 dans l'éditorial du premier numéro du magazine, qui poursuit « Elle se veut un espace d'expression, de dialogue, d'échange d'idées et d'expériences entre les deux rives avec pour objectif de renforcer la coopération énergétique dans la région. » Publier aujourd'hui des articles rédigés dans ce contexte, même si certains d'entre eux datent déjà, c'est en quelque sorte tenter de mesurer le chemin parcouru depuis. C'est aussi tirer les conclusions provisoires de l'expérience vécue durant les 20 dernières années, identifier les difficultés et obstacles rencontrés puis mettre en perspective les évolutions possibles, les voies et moyens à mettre en œuvre pour poursuivre cette action volontariste de rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. On sait qu'une simple courbe représentant la marche d'un train sur un circuit donné ou bien l'évolution du PIB d'un pays sur une certaine période, permet de délimiter et de suivre les phases d'accélération, de croissance, de repos, stagnation ou de décélération, de récession. Par analogie, on peut penser qu'une suite d'articles décrivant à chaque étape la situation de la coopération sur 2 décennies permet de tirer des conclusions intéressantes sur son évolution et de mettre en relief les périodes fastes par rapport à celles jugées moins brillantes. C'est cette démonstration à laquelle je voudrais m'astreindre, sans préjugés, ni idées préconçues. D'autant plus que ces articles citent de nombreuses sources et références empruntées à la littérature spécialisée et abondante durant les 2 dernières décennies, tellement l'espace euro-méditerranéen, adoubé alors, passionnait les experts du secteur énergétique, les industriels et même les responsables politiques des 2 côtés de la Méditerranée. Effectivement, comment ne pas reconnaître que la coopération énergétique entre les pays de l'Europe occidentale et ceux du Sud et de l'Est méditerranéen, en particulier le Maghreb, avait pris un bon départ et connu une période particulièrement brillante et prolifique, jalonnée par des rencontres enthousiastes, des think tanks studieux, des projets grandioses, la création d'institutions communes qui se sont révélées particulièrement utiles et efficaces. Est-il nécessaire de rappeler les espoirs immenses suscités sur les 2 rives de la Méditerranée par la conférence de Barcelone ?
Réunissant les 27 et 28 novembre 1995 les pays d'Europe et ceux du Sud méditerranéen, dans l'acception la plus large dans la capitale catalane, érigée pour la circonstance en centre de gravité de l'espace euro-méditerranéen, elle venait combler un vide abyssal. Mieux encore, elle inscrivait en lettres d'or une vision stratégique méditerranéenne dans les préoccupations de chacun des 27 pays signataires, avec une place de choix pour le secteur énergétique. En effet, dans la déclaration commune adoptée à l'issue de la rencontre historique, ses participants reconnaissent le rôle structurant du secteur de l'énergie dans le partenariat économique euro-méditerranéen et décident de renforcer la coopération et d'approfondir le dialogue dans le domaine des politiques énergétiques. Ils décident aussi de créer les conditions cadres adéquates pour les investissements et les activités des compagnies d'énergie, en coopérant pour créer les conditions permettant à ces compagnies d'étendre les réseaux énergétiques et de promouvoir les interconnexions. C'est ainsi que le premier article du présent ouvrage, reproduisant le texte d'une conférence prononcée à l'Université d'hiver de Marrakech en septembre 1996, placée sous le thème général « La coopération Maghreb-Europe dans le domaine énergétique », énumérait les premières réalisations à l'actif du grand ensemble en ces termes plutôt encourageants, mettant en exergue notamment les gazoducs Transmed et GME qui constituent une belle œuvre de coopération entre le Maghreb et l'Europe, intensité des relations entretenues entre électriciens qui ont constitué des éléments déterminants dans la réflexion en cours sur la réalisation d'une grande ceinture électrique autour du bassin méditerranéen, interconnectée au réseau européen, la liaison électrique entre le Maghreb et l'Europe qui sera effective dès 1997 au moyen d'un câble sous-marin à courant continu Maroc-Espagne à travers le détroit de Gibraltar. Ces ouvrages, impressionnants par leur haut degré technologique, l'ampleur des investissements et leur impact au plan géostratégique, n'avaient pas leur pareil dans la région depuis le percement du canal de Suez au XIXe siècle. Commencé en 1979, le Transmed transporte le gaz naturel de Hassi R'Mel, Algérie, jusqu'à Minerbio au nord de l'Italie à travers l'Algérie, la Tunisie, le canal de Sicile, la Sicile, le détroit de Messine et la péninsule italienne. La première phase s'est achevée en 1983, et le doublement au début de l'année 1995. La profondeur des fonds marins jamais atteinte alors, la morphologie accidentée des terrains avec par endroits des rochers affleurant à forte pente, la présence de forts courants marins à des profondeurs de 400 mètres, sont autant de conditions difficiles qui ont nécessité la mise au point de technologies nouvelles et de solutions originales, témoignant d'une grande maîtrise de la pose des canalisations en mer. Sur le côté ouest, le gazoduc Maghreb-Europe, GME, relie depuis 1997 le gisement de Hassi R'Mel à Cordoba, Espagne, et à Rio Maior au Portugal, à travers l'Algérie, le Maroc, le détroit de Gibraltar de la côte atlantique marocaine près de Tanger à la côte espagnole à proximité de Tarifa, l'Espagne jusqu'à Cordoba. On ne saurait assez souligner le caractère exemplaire de ces réalisations qui créent des liens organiques et une dépendance totale entre les pays du Maghreb d'une part, entre l'Union du Maghreb arabe, UMA, et l'Europe d'autre part. Car si le tracé du Transmed devait obligatoirement emprunter la voie choisie à travers le territoire tunisien, celui du GME traversant le Maroc, au lieu du tracé direct Algérie-Espagne que devait emprunter plus tard le gazoduc Medgaz, procédait d'un choix éminemment politique, tout à fait judicieux. Néanmoins, le caractère résolument positif de cette présentation ne masquait pas des critiques de taille et déjà, à ce stade, les questionnements fusent. Ces réalisations, aussi grandioses soient-elles, ont-elles donné naissance à un véritable partenariat industriel lorsque l'on sait qu'au sud de la Méditerranée, il n'existe pas une seule usine de fabrication d'équipements électriques à haute tension, transformateurs, disjoncteurs, accessoires ? Pourtant, les besoins pour l'édification de la boucle sont immenses. Sur un autre registre, pourquoi l'interconnexion électrique sous-marine Maroc-Espagne sert-elle exclusivement à des importations d'énergie électrique vers le sud alors qu'à tout le moins elle devrait privilégier des échanges équilibrés ? En outre, on est en droit de s'interroger si ces imposants ouvrages ont donné lieu à un réel transfert de technologie, lorsque l'on constate qu'au terme de plusieurs décennies de travail en commun pour la construction de nombreux gazoducs sous-marins,
il n'a pas été créé une seule société mixte d'ingénierie des canalisations sous-marines digne de ce nom entre les pays du Nord et du Sud. Pourtant, celle-ci aurait pu jouer le rôle de lieu d'accumulation de connaissances et de méthodes pour intervenir ensuite, ensemble, dans des pays tiers. Dès lors, on comprendra que l'évaluation rapide esquissée dans les 3 articles suivants, intitulés « La coopération énergétique en Méditerranée, 10 ans après Barcelone, politique européenne et dimension énergétique méditerranéenne » et celui traitant des relations énergétiques algéro-espagnoles, établissent un constat en demi-teinte. Certes, des acquis majeurs émergent de l'analyse. En apparence, les liens énergétiques entre le sud et le nord de la Méditerranée sont très forts, les flux commerciaux constituent une composante essentielle de ces relations. L'Union européenne dépend des pays producteurs méditerranéens pour 36% de ses importations en gaz naturel et pour 20% de ses importations en pétrole. Vu du côté de ces derniers, la dépendance est encore plus forte. Leurs exportations sont dirigées dans la proportion de 86% pour le gaz naturel et de 49% pour le pétrole vers les pays de l'Europe et de l'Europe méditerranéenne principalement et à la fin du siècle, 96% des quantités exportées seront destinées à l'Europe. Il faut rappeler que des facteurs structurels, de nature historique et ou géostratégique, ont contribué tout naturellement à créer une telle situation et concourent à la renforcer. Plus précisément, il se trouve que autour de la Méditerranée, les ressources énergétiques sont concentrées dans la partie méridionale alors que les pays de la partie septentrionale qui ont de grands besoins et la plus forte consommation disposent pour leur part des compétences humaines, de la technologie, de l'expérience du développement et des moyens financiers. Ce partage, cette distribution des richesses, suggère l'idée que la nature a fait les choses de manière telle que s'impose naturellement aux pays des 2 rives la complémentarité, le travail en commun, la coopération, la solidarité. Néanmoins, l'intensité des échanges de produits énergétiques ne saurait être une fin en soi. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur leur contenu et surtout sur leur finalité. L'accroissement constant des échanges s'accompagne-t-il d'une réelle coopération et d'un véritable partage de la prospérité ? Contribue-t-il à constituer un espace économique solidaire, plus équilibré, plus juste, plus humain alors qu'aujourd'hui le PNB par habitant est 14 fois supérieur en Espagne qu'au Maroc et en Italie qu'en Tunisie ? S'interrogeait l'auteur de ce papier, écrit en octobre 2005. En d'autres termes, les chiffres ne doivent pas nous leurrer. Force est de constater qu'ils traduisent une conjonction d'intérêts plutôt qu'une véritable vision stratégique, et répondent à 2 préoccupations convergentes. D'une part, celle de l'Europe, d'assurer la couverture de ses besoins en énergie au moindre coût, d'autre part celle des pays producteurs, de valoriser leurs ressources pour financer leur développement. Pour l'instant, c'est donc la recherche de l'intérêt mutuel qui a prévalu. D'ailleurs, l'absence d'une politique méditerranéenne globale et coordonnée explique, en grande partie, le manque d'engagement de l'Europe dans les pays méditerranéens et au Maghreb en particulier qui s'est manifesté, en particulier, par l'insuffisance des investissements dont le montant est ridicule par rapport à ceux effectués en Europe de l'Est, par exemple, une moindre disponibilité pour le partenariat industriel et le transfert de technologies, la non-prise en charge des problèmes spécifiques aux pays du Sud comme celui de l'O ou le développement de l'énergie solaire. Et de conclure, l'énergie peut-elle être un élément d'intégration au sein d'un tel espace alors que la consommation d'énergie par habitant, indicateur du développement par excellence, est 10 fois plus importante sur la rive nord qu'au sud de la Méditerranée ? Pourtant, malgré les inégalités criardes et la profondeur du fossé, les chances d'un rééquilibrage paraissaient encore intactes, dans la mesure où de toute évidence, la volonté existe. L'élargissement progressif de l'Europe amorcé au début des années 2000, notamment celui de l'année 2003, le plus ample et le plus significatif, a détourné l'attention quelque temps des préoccupations méditerranéennes. Il a engendré, incontestablement, un basculement naturel du centre d'intérêt vers l'Est au détriment du Sud. Qu'il s'agisse des responsables politiques, des entreprises, des universitaires ou leaders de la société civile, tous ont nettement ressenti une désaffection certaine du côté méditerranéen. Quand ils n'y ont pas contribué, certainement de bonne foi puisque c'était la tendance générale. L'histoire dira si c'était le bon choix pour l'Europe. En tout cas, l'espace Euromed en a pris un bon coup.
Dommage. J'ai bien remarqué personnellement que les nombreux think tanks, constitués autour des problématiques euro-méditerranéennes et très actifs jusque-là, se sont peu à peu effilochés pour se concentrer sur l'espace purement européen. Quelques années après, l'Europe prend pleinement conscience, à partir de 2007 notamment, de la nécessité d'agir pour la sauvegarde de la planète. Les directives européennes intègrent la problématique des changements climatiques à la politique énergétique. Elles adoptent en 2009 des mesures draconiennes, sous le triptyque 20-20-20e, tendant à réduire l'appel aux énergies fossiles génératrices d'émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir, au contraire, les énergies renouvelables. On voit alors ressortir ce que j'appelle le serpent de mer, du nécessaire renforcement de la coopération euro-méditerranéenne, qu'on convoque chaque fois que l'Europe connaît des difficultés. Comme au temps du différend Russie-Ukraine, au cours duquel l'Afrique du Nord était sollicitée pour jouer un rôle essentiel dans le plan global de la Commission européenne pour diversifier ses approvisionnements en gaz naturel, en insistant sur le fait qu'elle recèle des réserves non exploitées, à la fois conventionnelles et non conventionnelles, essentiellement du gaz de schiste. Cette fois, le discours est affiné et adapté au goût du jour. Pourquoi ne pas profiter des ressources considérables du Sud en sources renouvelables, en particulier d'énergie solaire, entendait-on déclarer dans les milieux concernés à Bruxelles? D'autant plus que l'article 9 de la directive énergie-climat intervient opportunément pour autoriser les importations d'énergie renouvelable en les insérant dans les données propres du pays européen, ce qui devrait ouvrir largement le champ à de telles opportunités. Et l'article suivant de notre ouvrage ayant pour titre « Quel avenir énergétique pour la Méditerranée ?» affirme sans ambages, en tenant compte des nouvelles données stratégiques, si le projet de boucle électrique méditerranéenne a été conçu au début des années 1990, alors que la production électrique dans les pays méditerranéens, et notamment dans le Sud, provient essentiellement des sources fossiles et plus particulièrement du gaz naturel en pleine expansion, il est évident que la place importante faite récemment aux énergies renouvelables dans la coopération méditerranéenne à travers de nouveaux projets ne peut que donner un coup de fouet supplémentaire à Medring. Ce texte, rédigé en janvier 2011, milite ardemment en faveur d'une nouvelle stratégie pour de multiples raisons. En premier lieu, les énergies fossiles sont épuisables et de fait, celles de la région méditerranéenne sont en train de s'épuiser, alors qu'elles présentent déjà l'inconvénient d'être inégalement réparties. En second lieu, le schéma appliqué depuis des décennies n'a même pas profité aux pays producteurs qui n'affichent pas des performances économiques reluisantes, malgré un prix du pétrole respectable et des recettes substantielles du fait de l'augmentation de la production. Par contre, cette démarche les rend de plus en plus dépendants d'une ressource épuisable et donc économiquement vulnérable. Précisément, les révoltes populaires nombreuses dans les pays du Sud méditerranéen qualifiés trop vite de printemps arabe, contestent, notamment, l'accaparement des recettes pétrolières par le pouvoir et les oligarchies dominantes, au détriment de l'avenir des jeunes générations. En troisième lieu, sur le plan environnemental, les sources fossiles sont en grande partie responsables de l'augmentation des émissions de CO2 et des effets néfastes sur l'environnement déjà perceptibles dans les pays du Sud. Changement climatique, déforestation, désertification, dégradation des sols, pollution marine. Dans ce contexte, l'Union pour la Méditerranée, UPM, est fondée le 13 juillet 2008, lors du sommet de Paris pour la Méditerranée comme pour remédier à cette déviation et pour relancer la coopération euro-méditerranéenne. Elle regroupe 43 pays d'Europe et du bassin méditerranéen. Les 28 États membres de l'Union européenne et 15 pays méditerranéens partenaires d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Europe du Sud-Est. L'organisation est destinée à renforcer le partenariat euro-méditerranéen, Euromed, mis en place en 1995 sous le nom de Processus de Barcelone, avec pour objectif de promouvoir la stabilité et l'intégration à travers la région méditerranéenne. Il s'agit de renforcer l'intégration nord-sud et sud-sud dans la région méditerranéenne, afin de soutenir le développement socio-économique des pays et d'assurer la stabilité dans la région. Par le biais de ces actions, l'institution se concentre sur deux piliers fondamentaux: favoriser le développement humain et promouvoir le développement durable. Pour cela,
Elle identifie et accompagne des projets d'intérêt régional à géométrie variable, auxquels elle attribue son label par décision. Des projets importants ont été lancés récemment, d'origines diverses, mais qui concourent à un même objectif. Promouvoir l'exploitation du potentiel d'énergie solaire et éolienne existant en Afrique du Nord, voire en Afrique et dans la zone MENA, et prévoir l'exportation vers l'Europe d'une partie de l'électricité produite, ce qui conforte l'intérêt de la boucle méditerranéenne. Il en est ainsi du plan solaire méditerranéen, PSM, et de l'initiative Desertec. Le PSM constitue l'une des initiatives prioritaires de l'UPM. Il s'agit de produire 20 000 MW de capacité nouvelle de production d'électricité renouvelable à l'horizon 2020 dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, équivalente à la capacité de production électrique installée actuellement dans les 3 pays réunis, Algérie, Maroc et Tunisie. Une partie serait destinée à la consommation locale et l'autre à l'exportation vers l'Europe, via des câbles sous-marins. Les investissements requis sont estimés à 38,46 milliards sur la période 2009 à 2020, avec des investissements estimés pour la première phase à 44 milliards d'euros. De son côté, le projet Desertec est une initiative privée, inspirée par les universités et l'industrie allemande, regroupant des compagnies diverses des 2 rives de la Méditerranée. Selon le même principe, il s'agit de construire une 50aine de grandes centrales thermiques solaires dans la région MENA. Le montant des investissements annoncés est colossal. 400 milliards d'euros pour satisfaire 15 à 17% de la demande européenne en électricité à l'horizon 2050. La réalisation est conditionnée par la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire et institutionnel, adéquat dans les pays du Maghreb. De tels projets nécessitent des moyens de transport de l'électricité produite particulièrement solides, entre le sud et le nord de la Méditerranée. On estime à 6 gigawatts la capacité de transfert générée par Medring, lorsque le bouclage complet et les nouvelles liaisons sous-marines envisagées auront été achevées, au moyen des solutions exposées plus haut. Prenant conscience de l'importance de ce problème, la France a travaillé, dans le cadre du projet baptisé Transgreen puis Medgrid, à la constitution d'un consortium d'entreprises chargé de développer un vaste réseau de lignes électriques sous la mer Méditerranée, afin d'acheminer l'électricité renouvelable, solaire et éolien notamment, produite en Afrique vers l'Europe. Si ces projets, PSM, Desertec, Transgreen ou Medgrid, apparaissent comme intéressants et utiles pour l'avenir de l'ensemble de la région, ils ne peuvent réellement avancer que dans le cadre d'un ensemble global et cohérent et non comme des projets concurrents, leur objectif étant le même, exploiter l'important potentiel d'énergie renouvelable du Sud pour produire de l'électricité et en transporter une partie vers le Nord. Ces projets ont malheureusement pâti d'une concurrence effrénée des compagnies occidentales, en particulier entre l'industrie allemande et française. Quelles que soient les insuffisances et les critiques que l'on doit formuler en toute objectivité, on ne peut contester que la coopération euro-méditerranéenne en matière énergétique dispose d'acquis majeurs. Il suffit d'observer attentivement les cartes établies périodiquement pour les besoins du Plan bleu en Méditerranée, intitulées « Gas Infrastructure in the Mediterranean ». Elle regorge d'infrastructures gazières de toutes sortes, des gazoducs à travers la Méditerranée, des usines de liquéfaction au sud en Algérie, en Libye et en Égypte, des installations de regazéification en Espagne, en France, en Italie, en Grèce, en Turquie. Les détails mentionnés dans les articles qui suivent, ayant successivement pour titre le gazoduc transméditerranéen, un quart de siècle de fonctionnement continu puis la boucle électrique et le marché euro-méditerranéen de l'électricité, entre autres, en constituent de remarquables illustrations. Au registre des acquis, il faut mentionner aussi de nombreuses structures, institutions et associations de coordination et de réflexion. L'Observatoire méditerranéen de l'énergie, OME, fondé en 1989 par Michel Grenon à Sophia Antipolis, bien avant la mise en place du processus de Barcelone, constitue un cadre permanent de dialogue, de concertation et d'études entre les compagnies énergétiques. Par ailleurs, les gestionnaires des réseaux électriques ont instauré MEDELEC qui coordonne notamment les études relatives à la réalisation de la boucle électrique méditerranéenne. Il faut rappeler les enjeux déterminants des interconnexions entre les réseaux électriques.
intérêts et conditions d'un fonctionnement coordonné des systèmes électriques nationaux, définition d'un cadre de cohérence au sein duquel chaque opérateur, tout en respectant les règles communes, préserve la liberté de ses choix pour le développement de son propre système. Les agences nationales de maîtrise d'énergie et d'énergie renouvelable ont, elles aussi, constitué l'association MEDNER. Au niveau gouvernemental, les ministres concernés se concertent périodiquement au sein du Forum euro-méditerranéen de l'énergie. C'est ainsi qu'à l'occasion de la 3e conférence de l'Euro-Mediterranean Energy Forum qui s'est tenue à Athènes en avril 2003, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont signé une déclaration d'intention pour la création d'un marché de l'électricité au Maghreb ouvert, transparent et compétitif qui pourrait être intégré au marché européen à l'avenir. Cette déclaration a été suivie par un Memorandum of Understanding signé à Rome à l'occasion du sommet euro-méditerranéen de l'industrie énergétique, REMEP, Rome Euro-Mediterranean Energy Platform, le 1er décembre 2003 qui a recommandé la création d'un marché régional de l'électricité adapté aux spécificités des pays concernés, encouragé par l'industrie du Maghreb et tenant compte des spécificités des différents secteurs dans les pays du Maghreb ainsi qu'un renforcement de la coopération dans le cadre du groupe Eurélectrique Comelec. De leur côté, les ministres maghrébins en charge de l'énergie, réunis début juillet 2008 à Alger, ont abordé les questions liées à la coopération énergétique et notamment le renforcement des échanges d'électricité pour faire émerger un véritable marché régional de l'électricité. Ils ont déclaré que l'objectif d'un Maghreb interconnecté est de dépasser le stade actuel des secours mutuels instantanés pour créer un véritable marché maghrébin et développer des accords commerciaux à plus long terme vers l'Europe. Les défis de la coopération gazière, pierre angulaire de l'édifice érigé à Barcelone, sont abordés en détail dans l'article problématique du gaz naturel dans la région Euromed, les défis de la coopération gazière Europe-Afrique du Nord. Il apparaît que le problème de la sécurité des approvisionnements gaziers dans la région Euromed ne se pose pas en termes de ressources et de capacités. Il s'agit plutôt, d'une part pour les pays producteurs d'Afrique du Nord, d'adopter des politiques appropriées de valorisation de la production gazière par une maîtrise substantielle de la consommation interne et le développement des énergies renouvelables, et d'autre part pour les pays du Nord, il faut cesser de considérer les pays exportateurs comme des pourvoyeurs de ressources naturelles auxquels on fait appel en cas de difficulté ou de crise, mais comme de véritables partenaires stratégiques en prenant en compte leurs préoccupations. En même temps, il faut souligner que le manque de dialogue et de concertation au niveau politique entre les pays du Maghreb constitue un handicap sérieux, voire rédhibitoire. Car je suis persuadé pour ma part qu'on ne peut tirer un profit maximum de la coopération avec l'Europe si on n'a pas exploité, à fond et au préalable, toutes les possibilités offertes par la coopération entre Maghrébins. En d'autres termes, non seulement la coopération Sud-Sud doit être développée autant que la collaboration Nord-Sud, mais elle devrait la précéder. Ce thème, qui me paraît particulièrement fondamental, est abondamment développé dans l'article suivant intitulé « La transition énergétique, un levier pour l'intégration du Maghreb », lequel rappelle que, malgré de sérieux et innombrables atouts, les États du Maghreb n'arrivent pas à décoller sur le plan économique et peinent à dépasser un taux de croissance du PIB de 4%, inférieur à la moyenne de l'Afrique, ce qui ne suffit pas pour faire face aux problèmes de développement d'une population très jeune en pleine croissance, encore moins pour prétendre passer au rang de puissance émergente. Pourtant, à l'heure de la mondialisation et des grands ensembles, la solution est dans l'intégration et en particulier, autour de l'énergie en raison des traditions de coopération solides dans ce domaine et surtout, de l'impressionnant enchevêtrement de réseaux électriques et gaziers, très denses entre les trois pays. L'avenir énergétique du Maghreb ne peut se concevoir raisonnablement sans une véritable intégration régionale et sans une stratégie alternative, devant conduire en 2030 à un mix énergétique plus diversifié et orienté vers la maîtrise de la demande en énergie et amélioration de l'efficacité énergétique et par un développement intensif des énergies renouvelables, solaires et éoliens principalement. Une stratégie qui nécessite un climat de confiance, qui fait cruellement défaut aujourd'hui, se lamente l'auteur de l'article qui poursuit.
Il appartient aux dirigeants des pays du Maghreb de créer un tel climat, de transcender leurs divergences, de promouvoir les réformes politiques, économiques, institutionnelles et de bonne gouvernance indispensables. Il s'agit là d'une aspiration profonde et sincère des peuples des trois pays. La coopération avec l'Europe sera tout naturellement plus féconde si le partenaire est constitué de tout l'ensemble maghrébin, au lieu de s'en tenir à des relations bilatérales avec chacun des trois pays, séparément. On gagne aussi bien en cohérence qu'en efficacité. Pour élargir le débat au-delà du Maghreb, on observe que depuis une quinzaine d'années, l'Afrique tout entière revient à la mode en Europe et certaines institutions spécialisées, à l'image de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, IPMED, proposent de prolonger le champ de la coopération à l'Afrique subsaharienne. Elles intègrent volontiers l'ensemble du continent et œuvrent au rapprochement des continents européens et africains, à travers la vision d'une Méditerranée pivot du développement économique autour de ces deux rives. L'idée d'une grande région verticale Europe-Méditerranée-Afrique fait son chemin, dit-on dans ces milieux, signant le retour de la géographie et la prévalence de la proximité. La complémentarité dans les chaînes de valeur et la solidarité face aux défis communs. Les migrations, le réchauffement climatique, le terrorisme sont des tendances lourdes, affirme l'IPMED. L'initiative est sans aucun doute intéressante si l'on se départit complètement et définitivement de l'état d'esprit qui a longtemps prévalu dans les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Notre étude consacrée au thème l'énergie en Afrique, enjeux et perspectives, suggère au préalable que les pays européens concernés dont la responsabilité historique est engagée vis-à-vis de l'Afrique, doivent prendre le taureau par les cornes, assumer pleinement leur passé colonial et reconnaître avec courage et dans la dignité les erreurs, les méfaits et les excès de la colonisation et de l'exploitation de l'homme et des richesses de l'Afrique. En outre, une fois que ce passé aura été pleinement assumé, ils pourront se libérer de tout complexe et se montrer exigeants vis-à-vis des États africains, pour exiger le respect des valeurs universelles telles que la dignité et les droits humains, de la justice, le droit au développement et à l'épanouissement de tous, pas seulement d'une poignée de privilégiés dans l'entourage ou proches des dirigeants. Il est vrai que l'Afrique recèle des potentialités considérables sur le plan énergétique. L'Afrique, en tant que continent, dispose des ressources d'énergie adéquates non seulement pour son propre développement mais aussi pour contribuer au développement d'autres régions dans le monde. Leur répartition inégale incite précisément à une exploitation commune et suggère fortement la nécessité d'un développement de l'intégration au plan régional et à plus long terme, au plan continental. Des progrès importants ont été accomplis depuis une vingtaine d'années, et particulièrement depuis le début du siècle, sur le plan de la stabilité même si quelques turbulences demeurent, sur le plan institutionnel avec le NEPAD et pour un nombre limité de pays, sur le plan de la gouvernance. Dans le domaine énergétique, des interconnexions électriques et gazières se dessinent progressivement dont certaines sont reliées à l'Europe. Aujourd'hui, la Mauritanie, un pays de l'Afrique de l'Ouest, a des liens énergétiques avec le Mali et une liaison électrique à l'étude avec le Maroc, lui-même relié à l'Europe. Le grand défi qui attend l'Afrique est celui de l'accès généralisé à l'électricité à l'horizon 2050 et de la construction de grandes infrastructures énergétiques, aussi bien électriques que gazières, accentuant l'intégration et la solidarité entre les sous-régions du continent. Défi qui peut être relevé au moyen d'une stabilité durable, d'un effort soutenu, d'une intégration politique régionale accrue. Néanmoins, aucun progrès n'est possible sans des réformes institutionnelles profondes sur les plans politique, économique et social, consacrant la démocratie et l'état de droit, le respect des libertés dans tous les domaines et des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la transparence dans la gestion des ressources, seules conditions à même de garantir une gouvernance de qualité et un contrôle des institutions démocratiquement élues sur immenses les richesses du continent, conclut notre article, L'. Énergie en Afrique, enjeux et perspectives. L'Afrique est le continent le moins électrifié de la planète. Dire que les représentants des compagnies électriques africaines, dont la plupart des directeurs généraux, ont débattu dès octobre 1963 à Addis-Abeba de cette question et fait des recommandations pertinentes, notamment la création d'une agence africaine de l'énergie, c'était 10 ans avant l'Agence internationale de l'énergie d'Henry Kissinger,
la nécessité de développer les réseaux électriques et en particulier les interconnexions électriques entre États africains, le lancement des ', un vaste programme de formation des cadres dans ce secteur. Force est de constater que la mise en œuvre de ces recommandations a été plutôt lente et bien tardive. Elle est effective seulement à partir des années 1990, et plus précisément depuis le début du second millénaire. On observe une prise de conscience précoce et combien lucide de l'importance de l'énergie dans le processus de développement économique et social, l'identification rapide des maux et des obstacles à surmonter et malheureusement, une incapacité chronique à résoudre ces problèmes dans des délais courts. Last but not least, pour clore notre livre consacré à la coopération entre l'Europe et les pays situés au sud de la Méditerranée, une contribution spécifique aborde les problématiques relatives aux ressources humaines, à la formation, au développement de la connaissance dans le secteur de l'énergie et du développement durable et nous amène à formuler quelques recommandations. Un thème d'une importance cruciale s'il en est. Il existe un potentiel formidable d'universités, d'instituts spécialisés, de centres de recherche, y compris au sein des entreprises qui assurent la formation des cadres dans le domaine technique et économique, ingénieurs et techniciens, géologues, géophysiciens, économistes, etc. Et les institutions de formation des PSEM arrivent à satisfaire une bonne part des besoins en cadre de base. Il n'en est pas de même pour les formations supérieures spécialisées, les masters, les doctorats, nettement insuffisants et souvent effectués à l'étranger. Il y a un problème pour la qualité et le niveau de la formation, notamment en termes de planification stratégique et de vision globale. Il existe de nombreux accords de coopération entre pays du Nord et du Sud, mais il s'agit d'accords bilatéraux et sectoriels. La coopération Sud-Sud est très faible au regard des possibilités. Le Sud reste complètement dépendant pour ses équipements énergétiques et industriels, d'une manière plus générale. Le transfert et l'appropriation technologique ne sont pas au centre des préoccupations des décideurs ni des méthodes de travail des réalisateurs, même s'ils font régulièrement l'objet de discours nationalistes enflammés qui restent sans lendemain. Le projet de création de l'Institut méditerranéen des sciences et techniques de l'énergie et de l'eau, IMESTIN, initié par l'IPMED, a une ambition régionale et se propose d'associer formation, recherche et transfert de technologies dans le cadre du développement de technopoles dans les pays du Sud et de l'Est méditerranéen. Il s'agirait de la formation d'enseignants-chercheurs, susceptibles de démultiplier leur action dans tous les pays de la région. Le projet, selon ses promoteurs, vise à compléter dans une organisation transversale large les coopérations bilatérales et sectorielles, gaz, pétrole, eau qui existent déjà et à développer de nouvelles compétences scientifiques et technologiques. Il serait inséré dans le tissu des technopoles opérationnels ou en projet dans les pays méditerranéens. Il est urgent de développer des pôles de compétitivité autour de la Méditerranée. Au terme de cette longue revue, on constate que les recommandations principales que nous avons formulées dès 1996, quelques mois à peine après la conférence de Barcelone, restent valables aujourd'hui. La nécessité d'une volonté politique et d'une vision stratégique euro-méditerranéenne claire, l'obligation d'un transfert de technologie véritable, une politique audacieuse de partenariat industriel, l'exploitation des ressources naturelles dans un pays comme Algérie, par exemple, doit absolument se traduire par un développement industriel qui rende le pays moins dépendant de la rente des hydrocarbures. Un tel objectif ne pourrait être atteint qu'au prix de mesures salutaires telles que un échange technologique avec les compagnies, auxquelles les sociétés occidentales sont très réticentes, la définition de programmes de recherche-développement communs orientés vers les préoccupations spécifiques des pays du Sud, la mise en œuvre de programmes sociaux de développement de l'utilisation de l'énergie et de ses applications, notamment en zone rurale et dans les zones déshéritées, électrification, distribution publique gaz naturel et GPL, doivent être réalisés pour combattre la pauvreté énergétique qui affecte 2 milliards d'êtres humains. D'autant plus que ces populations déshéritées et isolées habitent souvent sur le parcours d'un gazoduc ou le long d'une ligne électrique sud-nord. Il n'y a aucun doute que l'énergie peut et doit être un facteur d'intégration et de stabilité. Elle offre des perspectives particulièrement intéressantes de nature à rapprocher les deux rives de la Méditerranée,
en réduisant les inégalités pour autant que l'Europe ne se contente pas de l'ambition, légitime certes mais limitée, d'assurer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques en puisant dans les ressources découvertes au sud, mais profite de cette ressource commune méditerranéenne pour en faire un facteur de co-développement et de coopération mutuellement et surtout durablement bénéfique. Les pays du Sud et ceux du Maghreb, en particulier, décident de donner un coup d'accélérateur aux réformes engagées, selon la voie propre à chacun, de dépasser leurs divergences pour se lancer dans de véritables programmes de coopération Sud-Sud et de négocier leurs atouts et leurs potentialités dans le cadre d'un ensemble susceptible de faire le poids à l'ère de la mondialisation. Tous ensemble, on substitue aux discussions commerciales un véritable dialogue entre partenaires sur les grands débats énergétiques, sur les politiques et sur les technologies. En fin de compte, les problèmes pour l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne participent essentiellement d'une vision stratégique claire bâtie sur la complémentarité et l'intérêt mutuel à long terme, d'un climat de confiance et d'un partenariat permanent, pas seulement en période de crise, plus solidaire aussi. Pour l'instant, en termes d'évaluation provisoire, on observe que la coopération énergétique dans la zone Euromed a fait un bond gigantesque à la fin des années 1970 et durant la décennie 1980, en surfant sur les réflexions philosophiques enthousiastes de Fernand Braudel et en mettant en œuvre les lumineuses idées de projet des Enrico Mattei, Pedro Durand-Farrell, Michel Grenon et autres pionniers des années 1960. Ensuite, plus rien ou presque. Plus de grands projets en tout cas, aucune vision d'envergure, mais des actions ponctuelles et des projets de circonstance pour faire face aux vicissitudes du moment. Pourtant, autour de l'exploitation de l'incommensurable gisement solaire du Sahara, de la problématique énergie-climat-développement dans les régions arides, des infrastructures de toute nature à créer ou à consolider entre l'Europe et l'Afrique, de la mise en place d'un grand marché euro-méditerranéen voire euro-africain de l'énergie, de la formation des cadres de haut niveau et du transfert vers ces élites des nouvelles avancées technologiques, que de grands dessins à bâtir. AK. Paris, mars 2020. La coopération Maghreb-Europe dans le domaine énergétique. Qu'il me soit permis de commencer en évoquant la coopération maghrébine dans le domaine de l'énergie électrique, et ce pour deux raisons. D'abord, c'est à la fois une expérience vécue et un sujet de satisfaction dont l'exemple peut être étendu aux autres secteurs du vaste champ énergétique. Ensuite, je suis persuadé pour ma part, qu'on ne peut tirer un profit maximum de la coopération avec l'Europe, si on n'a pas exploité à fond et au préalable les possibilités offertes par la coopération entre Maghrébins. La coopération électrique maghrébine. Bien avant la constitution de l'Union du Maghreb arabe, UMA, les dirigeants des entreprises publiques d'électricité de trois pays, l'Office national de l'électricité, One Maroc, la Société nationale de l'électricité et du gaz, Sonelgaz, Algérie, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, STEG, Tunisie, ont décidé en juin 1973 la création du Comité maghrébin de l'électricité Comelec. Les deux autres compagnies n'ont pas tardé à les rejoindre, Sonelec, Mauritanie et Gécol, Libye, formant ainsi le groupe spécialisé le plus ancien de l'UMA, dont les missions consistent à promouvoir et coordonner, à l'échelle maghrébine et vis-à-vis des institutions internationales, les relations sur les plans techniques, économiques, commerciales, industrielles, du management, de la formation et des relations sociales. Dès le début, des actions concrètes et efficaces ont été conduites selon les axes suivants. Renforcement des lignes d'interconnexion et développement des échanges électriques, avec pour finalité d'assurer une solidarité des réseaux tout en évitant les risques de propagation d'incidents graves. Aujourd'hui, l'interconnexion existe et fonctionne entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. La liaison Tunisie-Libye traîne malheureusement au stade de l'étude. Les liaisons électriques au Maghreb. Coordination des programmes d'équipement, étude de projets communs, diffusion d'un schéma directeur à long terme du réseau maghrébin. Élaboration et mise à jour permanente d'une carte du réseau électrique maghrébin, y compris le réseau de distribution impliquant l'alimentation des villages frontaliers à partir du réseau le plus proche et dans les conditions technico-économiques les plus favorables.
La première action et probablement la plus symbolique a été l'alimentation du village tunisien martyr de Sakié Sidi Youssef à partir du réseau algérien. Utilisation commune des structures de formation électrique et gazière. Développement des relations humaines, sociales, sportives, etc. Promotion de l'intégration industrielle maghrébine. De l'intervention des bureaux d'études et entreprises de travaux et de fabrication de matériel électrique du Maghreb, à travers notamment le renforcement de la fonction engineering. L'échange constant d'informations et l'harmonisation des politiques au sein du Comelec ont créé une dynamique de la généralisation de l'électrification en zone rurale mais aussi urbaine, qui a impliqué les États et les entreprises dans la mise en œuvre de mesures vigoureuses et l'allocation de moyens considérables. Il est vrai que, au lendemain de leur indépendance, les pays du Maghreb avaient à rattraper un retard colossal auquel il faut ajouter les effets de la croissance démographique. Dès le début des années 70, l'État algérien a financé en totalité un plan national d'électrification de 12 000 villages et 1 200 000 foyers, réalisant ainsi l'objectif d'électrification totale du pays. 94% de taux d'électrification actuellement. En Tunisie, la STEG a entamé en 1977 un programme d'électrification rurale qui a permis de faire évoluer le taux d'électrification de 37% à 83% actuellement. Au Maroc, où le monde rural représente plus de 60% de la population totale, un programme national d'électrification rurale en 2 phases a été mis au point en 1980 avec pour objectif d'atteindre l'électrification totale de la campagne marocaine à l'horizon 2015. Le taux actuel est seulement de 30%. Un gros effort est en train d'être fourni en Mauritanie, avec priorité à la dimension sociale et pour l'électrification des nouveaux quartiers de Nouakchott et de 13 nouvelles villes importantes. Ces programmes dont le caractère social est indéniable devraient bénéficier de financements suffisants et de concours technologiques de la communauté européenne, notamment par la mise au point de technologies adaptées à la région, comme l'énergie solaire. Ce secteur pourrait constituer un axe privilégié de collaboration nord-sud, tellement le gisement solaire de la région est incommensurable. En termes d'évaluation, on peut dire que l'interconnexion maghrébine a procuré des avantages significatifs tels que le secours instantané de puissance à chacun des réseaux, la réduction du coût de production par la mise en commun de la réserve tournante, les économies d'investissement comme le passage direct au palier 150 MW sur le réseau tunisien par exemple. Il reste que les échanges d'énergie se situent à un niveau limité, malgré la progression et que, globalement, l'interconnexion fonctionne bien en deçà de ses possibilités et des espérances. Il est probable que la prochaine étape avec l'introduction d'une production indépendante et la mise en place graduelle d'un marché de l'électricité, tenant compte de la situation particulière de chacun des pays et évitant de transposer des modèles importés, permettra d'optimiser les ressources et le potentiel considérable capitalisé au Maghreb. Plus de 20 ans après sa création, le Comelec continue à fonctionner. Il a tenu en novembre 1995 son assemblée générale à Tunis et a œuvré dans le sens d'une plus grande intégration maghrébine tout en jouant un rôle essentiel au sein des institutions homologues du bassin méditerranéen. Il a contribué à la constitution de l'Union arabe des producteurs, transporteurs et distributeurs d'électricité, UAPTDE, organisme au sein duquel il a une influence notable. Dans l'étude du système électrique méditerranéen SystMed, il a résolument pris en charge la partie occidentale tout en suivant activement l'ensemble du projet. En effet, l'expérience de la coopération maghrébine dans le domaine électrique et l'intensité des relations entretenues de longue date avec les institutions spécialisées homologues européennes comme l'UNIPED, Union internationale des producteurs et distributeurs d'électricité, ou le CIGRE, Comité international des grands réseaux électriques, ont constitué des éléments déterminants dans la réflexion en cours sur la réalisation d'une grande ceinture électrique autour du bassin méditerranéen interconnecté au réseau européen. Déjà, la liaison électrique entre le Maghreb et l'Europe sera effective dès 1997 au moyen d'un câble sous-marin à courant continu Maroc-Espagne à travers le détroit de Gibraltar. Nous reviendrons sur les enjeux de cette liaison, après avoir élargi le débat aux hydrocarbures et évoqué les richesses et potentialités du sous-sol maghrébin.
Les ressources énergétiques du Maghreb. Les pays de l'UMA disposent d'un atout de premier ordre, des ressources énergétiques relativement abondantes et nettement supérieures à leurs besoins. En effet, les réserves en hydrocarbures, quoiqu'inégalement réparties, constituent un potentiel important susceptible de satisfaire non seulement l'ensemble des besoins des pays de l'Union mais aussi une bonne partie de ceux des pays européens, plus gros consommateurs d'énergie en raison de leur niveau élevé de développement économique et social. Ainsi, les réserves prouvées de pétrole brut et de condensat s'élèvent à 4 600 millions de tonnes, soit 3,5% des réserves mondiales, situées en Libye, 66%, en Algérie, 29% et en Tunisie, 5%. Réserves prouvées de pétrole. Les réserves prouvées en gaz naturel, concentrées dans les mêmes pays, sont supérieures à 5 000 milliards de M3, soit 3,4% des réserves mondiales, situées en Algérie, 73%, en Libye, 25% et en Tunisie, 2%. Réserves prouvées de gaz naturel. En réalité, ces estimations sont plutôt pessimistes. Tous les experts s'accordent à dire que le sous-sol de la région maghrébine est très nettement sous-exploré, et que les ressources restant à découvrir permettraient d'accroître le potentiel actuel d'au moins 50%, notamment dans les zones où aucune découverte n'a été faite jusqu'à présent comme au Maroc. Cela nécessite un effort plus grand et des investissements plus importants en matière d'études, de recherche et d'exploration. À cette fin, tous les États de la région ont modifié sensiblement leur législation et pratiquent une politique active d'encouragement à la recherche et à l'exploration sous forme de partenariats, qui semble d'ailleurs commencer à porter ses fruits. Les infrastructures, les échanges pétroliers et gaziers euro-maghrébins. Des investissements de quelques centaines de milliards de US$ ont été consentis par les pays producteurs en s'endettant et des infrastructures considérables mises en place pour mettre en valeur et développer les ressources énergétiques selon les axes suivants. Intensification de l'effort de recherche et d'exploration en vue de préserver, voire d'augmenter le niveau des réserves. Valorisation optimale des ressources par la mise en place concomitante de capacités de production et de transport adéquates. Construction de raffineries et d'usines de liquéfaction de gaz naturel, puissantes et sophistiquées. Réalisation de réseaux de distribution pour les produits pétroliers et le gaz naturel, afin de développer la consommation domestique et faire bénéficier la population des bienfaits de l'énergie. Pose de 2 gazoducs transcontinentaux à travers le Maghreb et la Méditerranée destinés à l'exportation vers l'Europe du gaz naturel algérien. Le transméditerranéen, Transmed, et le GME, gazoduc Maghreb-Europe. Les capacités de production en place aujourd'hui dégagent, si l'on tient compte de la consommation intérieure, une capacité d'exportation de l'ordre de 100 millions de tonnes MT, de pétrole et 36 gigamètres cubes, GLM3 égale giga M3 égale milliard de M3, de gaz pour l'année 1993. Production d'hydrocarbures. À l'avenir, on peut prévoir que, malgré la diminution de la production de certains pays et malgré l'augmentation de la consommation domestique des pays producteurs, le Maghreb sera en mesure d'exporter vers l'Europe du pétrole au niveau actuel et du gaz naturel à un niveau nettement supérieur. Le niveau des exportations algériennes de gaz sera de 60 milliards de mètres cubes par an à la fin du siècle, et pourra être porté à 75 voire 100 au début du prochain siècle. Consommation d'hydrocarbures. Incontestablement, les gazoducs Transmed et GME constituent une belle œuvre de coopération entre le Maghreb et l'Europe. Le Transmed transporte le gaz naturel de Hassi R'Mel, Algérie, jusqu'au nord de l'Italie, Minerbio à travers L'. Algérie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.